Retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous rejoignons en duplex Xavier Fesneau, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Anne-Laure. Alors on commence avec vous par une analyse du CAC 40 qui avait franchi la barre des 5500 points et ce matin, ça y est, on est de nouveau en dessous à 5491. Le CAC perd 0,38% dans le sillage de Wall Street. À quoi faut-il s'attendre du coup sur l'indice parisien ? Alors c'est vrai que depuis une semaine, enfin depuis vendredi, c'est vrai que si on n'a pas allumé les écrans, finalement il ne s'est pas passé grand-chose, voire rien du tout. C'est-à-dire, alors si on zoome bien évidemment un petit peu, on était dans une phase de stabilisation horizontale, comme vous l'avez dit, sous la zone des 5005. On attendait le FOMC hier soir. En tout cas, les opérateurs et le marché attendaient justement ce rendez-vous-là pour prendre éventuellement une décision. Alors il ne s'est rien passé comme ce qui était attendu. De toute façon, je crois que la Fed maintenant, c'est relativement clair, a relevé ses taux d'un quart de point, c'était encore une fois attendu. Maintenant, le marché, est-ce qu'il a les moyens, est-ce qu'il a le carburant nécessaire pour accélérer à la hausse après être parti, en l'occurrence le CAC 40, de 5240 jusqu'à 5500 points. Donc pour le moment, on n'a pas véritablement de catalyseur haussier, encore une fois, qui permettrait de justifier une accélération haussière et le ralliement des plus hauts annuels qui avaient été atteints au mois de mai au-dessus des 5640 points. Donc pour le moment, d'un point de vue purement technique, si on reprend sur votre graphique avec les plus hauts depuis le mois de juin, on prend les plus hauts du mois de juin, les plus hauts du mois d'août et également les plus hauts de début septembre, ça nous donne une optique descendante et on est justement pile poil autour de cette zone des 5480 points. Donc est-ce que c'est le timing pour acheter? Si on achète dans la zone de cours actuelle, ça veut dire qu'on anticipe peut-être déjà, alors de manière vraiment très lointaine, les publications trimestrielles et donc qu'on anticipe justement que les 5-6 et que le marché, en tout cas l'économie d'un point de vue la zone euro est susceptible justement de se reprendre avec une politique monétaire de la Banque Centrale Européenne qui sera de moins en moins accommodante a priori d'ici cette fin d'année. Et jusqu'à l'été prochain avec un relèvement de taux l'été prochain. Donc là, pour le moment, je pense pas qu'il y ait véritablement une opportunité, en tout cas en termes de timing d'intervention d'un point de vue technique. C'est pas véritablement intéressant d'anticiper une poursuite, en tout cas du mouvement haussier qu'on a connu ces dernières séances. Donc je préfère être vraiment très prudent. Vous l'avez dit, on est passé brièvement au-dessus des 5005. Si on regarde, on a eu une phase de stabilisation horizontale tout au long de la semaine avant le FOMC. Juste avant le FOMC, les opérateurs ont un peu anticipé. On en est sorti par le haut, ce qui est quand même relativement logique parce que lorsqu'on a, d'un point de vue technique, des phases de stabilisation horizontale, on a 75% de sortir dans le sens de la tendance précédente, donc par le haut, ce qui a été le cas. Par contre, on est en train d'invalider le mouvement. Alors, il n'y a pas mort d'homme pour le moment parce qu'on n'a pas, on n'est pas passé sur le CAC sous la dernière petite phase de stabilisation horizontale qu'on a fait tout au long de cette semaine, c'est-à-dire les 5462. Par contre, si on devait passer sous justement les 5462 points sur le CAC, eh bien on invaliderait la sortie par le haut de cette et on confirmerait l'invalidation de la sortie par le haut de cette phase de latéralisation qu'on a fait hier soir et donc on pourrait pourquoi pas aller chercher les 5304 points. En tout cas, encore une fois, moi j'attendrai plutôt et j'attends que le CAC revienne au milieu du range dans lequel il est depuis plusieurs mois, c'est-à-dire entre 5005 et 5240, donc ça nous donne à peu près 5360, 5380. C'est plutôt voilà, moi cette zone-là sur laquelle je privilégierai je reprivilégierai à nouveau les achats sur le CAC plutôt vers cette zone de milieu de range que dans la zone de cours actuelle. Alors, du côté de l'indice allemand, on l'avait vu la semaine dernière, le DAX sous-performe le CAC. Est-ce que c'est toujours le cas ? C'est effectivement toujours le cas. Le DAX sous-performe. Lui, il est sous sa MM50, donc la moyenne mobile à 50 jours sur l'indice allemand, alors que le CAC, sa MM50 est plutôt vers la zone des 5414. Donc le DAX, effectivement, sous-performe. Et là, par contre, on a un canal descendant très bien défini, assez propre. Si on prend les bornes hautes et les bornes basses, donc depuis le plus haut, depuis le mois de juin, et les plus bas depuis le mois de juin également,
On relie ces zones, ça nous donne un canal descendant et on voit que la borne haute de ce canal descendant correspond avec la moyenne mobile à 50 jours. Donc on s'est arrêté vraiment pile poil dessus, c'est-à-dire sous la zone des 12 400 points. Et là, on est en train de sortir par le bas de cette fameuse phase de consolidation horizontale. Si on prend en parallèle avec le CAC tout à l'heure, je vous disais c'était 5462 sur le CAC, la borne basse. Et le DAX, lui, est déjà passé en dessous. Elle était autour de la zone des 12 330 points. Là, on est 30-40 points en dessous. Donc là, effectivement, c'est encore un signe, une confirmation effectivement que le DAX sous-performe le CAC. Donc là, l'objectif, ce serait plutôt la moyenne mobile à 20 jours qui passe autour des 12 170 points. Tant en tout cas que le DAX ne repasse pas au-dessus des 12 400 points. On est toujours dans une tendance baissière depuis le mois de juin en daily. Donc pour le moment, le biais baissier reste toujours privilégié lorsqu'on a des rebonds et lorsqu'on arrive proche des résistances. En tout cas, d'un point de vue technique, c'est plus intéressant de jouer dans le sens de la tendance de fond. Et lorsqu'on arrive justement proche de ces résistances, de privilégier plutôt les opérations vendeuses. Donc pourquoi pas 12 170, alors pas d'ici demain bien évidemment, mais on va dire peut-être la semaine prochaine. Et on va dire l'objectif à moyen terme, ça reste toujours 12 940, 12 000 points. C'est la zone sur laquelle on a rebondi au début septembre. C'est une zone de moyen, voire même de long terme, très très importante, cette zone justement des 11 009, 12 000. On verra si le DAX effectivement a la capacité de rebondir une nouvelle fois si on revient autour de cette zone des 11 900. 12 000, mais là pour le moment on n'est clairement pas dans une dynamique haussière qui permettrait de justifier des achats dans la zone de cours actuelle. On part de l'autre côté de l'Atlantique, du côté des indices américains. Alors au plus haut, on l'a vu en fin de semaine dernière. Est-ce qu'il y a un peu plus de visibilité sur les perspectives du Nasdaq et du S&P 500 ? Alors de moins en moins, puisque les indices américains, comme vous l'avez dit, ont fait des nouveaux records historiques et depuis il ne se passe plus grand chose. On n'a pas eu de relais, pas de catalyseur. Les marchés attendaient, comme on l'a dit tout à l'heure, le FOMC. Le FOMC n'a pas donné finalement, alors de bonnes nouvelles en tout cas, voilà, ni de mauvaises ni de bonnes. Donc c'était conforme à ce qui était attendu. Si Trump a indiqué qu'il n'était pas forcément satisfait avec la décision de la Fed, mais bon, ça ne le regarde pas forcément parce que c'est quand même une institution légèrement indépendante de ce qu'il pense. Donc donner son avis généralement. Voilà, donc là, bon, après le marché, finalement, encore une fois, de la même manière qu'en Europe, finalement, on n'a pas de catalyseur pour justifier des nouveaux plus hauts. On en a parlé ensemble la semaine dernière où on avait de belles perspectives quand même de bénéfices sur le SP500 pour cette année, qui a été revu en hausse d'ailleurs depuis le mois de juillet. Donc ça a catalysé encore un petit peu une impulsion et donné justement cette impulsion pour réaliser des nouveaux records historiques. Mais là maintenant, est-ce qu'on en a sous le pied? Je ne pense pas. Moi, je me méfie quand même sur le SP500 puisque si on prend depuis le mois d'avril tous les plus bas, ça donne une oblique ascendante qui arrive proche des 2900 points. Donc là, moi, sous 2900 points, c'est un premier signal baissier. Alors pas important, mais en tout cas à court terme, sous 2900 sur le SP500, pourquoi pas aller viser les 2875 voire 2860. Donc vous voyez, c'est pas des objectifs vraiment très ambitieux, mais ça donnerait quand même un premier signal de faiblesse important après avoir donné justement un signal haussier au-dessus des plus hauts historiques. Donc peut-être que ceux qui ont acheté justement cette accélération au-dessus des 2920, 2930, peut-être reconsidérer leur copie, sont passés justement sous cette zone des 2009. Donc sous 2009 sur le SP500, je passe vendeur avec un stop de protection clairement identifié au-dessus des récents plus hauts. Mais là, ça ne donne pas vraiment envie de payer justement après un petit peu cette accalmie. Si on a des bonnes nouvelles, bien évidemment, et des impulsions haussières, effectivement, je reconsidérerais ma copie et mon plan de trading. Mais là, pour le moment, même si on est toujours dans une tendance haussière clairement affirmée, hein, c'est indéniable, on n'a pas véritablement de signal haussier qui permettrait encore une fois d'accélérer encore plus haut, d'autant que l'Europe sous-performe et peut-être tire vers le bas également les indices américains. Et le Nasdaq et cette fameuse bulle technologique, ça continue de tenir pour le moment. Il n'y a aucune prévision de baisse sur cet indice. Non, pour le moment dans le Nasdaq, alors c'est assez étonnant parce qu'on l'avait vu ensemble la semaine dernière, il sous-performait, c'est-à-dire qu'il était moins fort que le Dow Jones et le SP500. Donc le Dow Jones et le SP500 qui ont fait des nouveaux records historiques. Le Nasdaq, lui, il n'en est rien. Lui, il était justement en train limite
de donner un signal baissier. Et là, cette semaine, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le Nasdaq surperforme ses homologues. Il ne bouge pas. Les indices SP500 et Dow Jones sont en train de se replier au fur et à mesure des séances qui suivent, en tout cas cette semaine. Et là, le Nasdaq, lui, il est quasiment sur ses plus hauts, en tout cas de la semaine passée, autour des 7560 points. Et là, pour le moment, on est tout simplement dans une phase de stabilisation horizontale. Il se passe rien, pas de bonnes nouvelles, pas de mauvaises nouvelles. Les opérateurs n'ont pas envie de prendre initiative, que ce soit les pliches ou les biriches, aucun des deux n'arrive à prendre le dessus par rapport à l'autre camp, on va dire. Donc là, pour le moment, il n'y a aucun signal de retournement baissier, aucun sentiment justement de volonté d'aller atteindre des nouveaux records annuels et historiques. Donc pour le moment, sur le Nasdaq, il se passe finalement pas grand chose. On est dans un range, en tout cas sur le Nasdaq 100, entre 7006 et 7004. Tant qu'on est entre les deux bornes, eh bien c'est plutôt le terrain de jeu des spécialistes de l'intraday du scalping. Et on termine, Xavier, avec l'euro-dollar, l'euro qui peine toujours sur 1,1750. Que dit l'analyse technique là, sur les perspectives de la monnaie européenne? L'euro-dollar, je pense toujours qu'on est dans un range, peut-être jusqu'à la fin de l'année. En tout cas, c'est ce que je dis depuis maintenant plusieurs semaines et plusieurs mois, entre 1,18 et 1,15. Alors, on est passé en dessous des 1,15, on va dire autour du 15 août. Finalement, on a réussi à reconquérir justement cette zone des 1,15 pour rallier la borne haute. Et maintenant qu'on est sur la borne haute, comme je vous le disais encore une fois la semaine passée, entre 1,1750 et 1,18, je cherche des positions vendeuses. Donc, je suis vendeur autour de cette zone 1,1750, 1,18. Je ne pense pas que l'euro-dollar ait la capacité d'aller bien plus haut pour le moment, d'autant que aux États-Unis, voilà, la Fed a bien confirmé sa politique de raffermissement monétaire en enlevant justement tous les termes liés à accommodants, etc. Donc du coup, il n'y a pas véritablement de facteurs qui permettraient de justifier à ce que le dollar américain s'effondre et donc que l'euro-dollar s'envole au-dessus de cette zone des 1,18. Donc pour le moment, on va dire que c'est une réaction logique. Alors, est-ce qu'il y a véritablement des perspectives à moyen terme sur l'euro-dollar? Moi, j'ai un objectif en tout cas à 1,1550 sur mes positions venteuses ouvertes ces derniers jours. Maintenant, est-ce qu'on va y aller au cours de ces prochains jours? J'en sais rien. Par contre, c'est clair que si on arrive autour de cette zone des 1,1550, eh ben, je repasserai tout simplement à l'achat. Donc on est tout simplement dans un range. Je privilégie les ventes, stratégie venteuse. Et comme le dit l'analyse technique, on est sous une zone de résistance qui succède à une tendance baissière sur l'euro-dollar qui vient, je le rappelle, quand même de 1,25. Donc on est toujours quand même sous une pression venteuse. On arrive sur une résistance. Je vends la résistance. Je vise la prochaine zone qui est sur 1,1550 et 1,1550. Je verrai éventuellement à ce moment-là pour repasser acheteur. Merci beaucoup. Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading.